propose en fait à Agnès Mazic de Senys donc de nous rejoindre. Alors, pour la présenter rapidement, le programme est bien dense. Elle a la double casquette, donc clinicienne et chercheuse. Elle est médecin de la douleur au Chirec à Bruxelles depuis une trentaine d'années. Elle est enseignante et chercheuse, ça j'ai déjà dit. Son CV est très très impressionnant et ses travaux notamment sur le traitement intégratif de la douleur réfractaire ont fait l'objet de nombreuses conférences dans des congrès internationaux. Aujourd'hui, elle témoigne de l'efficacité d'une prise en charge intégrative innovante chez les patients douloureux chroniques et elle expose les éléments de physiologie susceptibles d'expliquer cette efficacité et notamment via la modulation du microbiome intestinal dont on entend beaucoup parler actuellement et dont la recherche est relativement foisonnante. Donc je vous laisse la parole, Agnès. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais vous parler donc, de l'axe intestin, inflammation et microbiome et de la question qui est survenue au décours de cette recherche clinique transversale associant des interventions non médicamenteuses et ceci en synergie thérapeutique. Donc, je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer. Et en résumé, le traitement de la douleur est souvent limité par un manque d'efficacité ou les effets secondaires intolérables des médicaments. Le rôle du microbiote dans le développement et le traitement de la douleur a attiré l'attention. Et ce microbiote modifie la perception de la douleur en modulant l'excitabilité neuronale et la neuroinflammation. D'autre part, ce microbiote interfère avec les médicaments et il affecte la métabolisation et de la même façon, les médicaments peuvent affecter le microbiome. Donc, nous ferons quelques synthèses sur l'axe cerveau-intestin, la muqueuse intestinale, le microbiome, mais également comment on évalue l'efficacité et les effets secondaires des médicaments et les aspects chronobiologiques qui sont impliqués dans ces cercles vicieux. La médecine de précision fait référence à une idée que la médecine doit être adaptée aux patients par patient, ou au minimum entre des groupes de patients similaires. Une considération est de modifier la voie d'administration du médicament pour éviter les interactions microbiote-médicament sur le site d'action ou d'adapter un médicament pour agir spécifiquement, par exemple dans le côlon, ce qui pourrait également fournir une solution aux problèmes indésirables, toxicité liée aux médicaments dans d'autres tissus. Le microbiome intestinal. Donc, c'est un ensemble de micro-organismes qui colonisent le tube digestif. Le tractus intestinal est peuplé de plus de 10 puissance 14 micro-organismes, soit 10 fois plus de cellules que les cellules de l'organisme. Les bactéries sont largement représentées, avec plus de 1000 espèces et plus de 7000 souches différentes, parmi lesquelles essentiellement les Phylabacteroidetes et les Firmicutes. Cette diapositive vous montre comment des bactéries peuvent influencer les réponses immunitaires, mais également la synthèse des vitamines. Le microbiote humain évolue au cours du vieillissement et peut être perturbé par des facteurs d'environnement. La colonisation bactérienne commence dès la naissance et avec une signature essentiellement maternelle et se poursuit au cours de la première année et atteint le microbiome adulte vers l'âge de 3 ans. Cette composition varie en fonction de la localisation le long du tube digestif. La densité est variable avec une densité minimale dans l'estomac et surtout dans le côlon. Elle est maximale. Elle est modifiée par certaines circonstances, les médicaments, les antibiotiques, l'alimentation, mais également le stress qui perturbe la perméabilité intestinale. Et cette modification dans le temps est qualifiée de dysbiose quand elle persiste. D'autre part, au cours de l'âge, on voit qu'il y a des modifications des proportions de présence par exemple, de Firmicutes ou de Bacteroidetes, qui sont les populations essentielles, avec des dominantes qui varient en fonction de l'évolution de l'âge. Le microbiote a plusieurs rôles. Il a 3 fonctions majeures: la digestion des aliments, l'effet barrière, le développement du système immunitaire. Il peut induire des changements dans la communication bidirectionnelle intestin-cerveau. Et cet axe microbiome intestin-cerveau comprend de multiples organes qui incluent aussi les glandes endocrines, les cellules immunitaires. La composition de ce microbiote intestinal est unique pour chaque individu, est influencée par l'âge et tous les facteurs environnementaux que j'ai cités tout à l'heure. Donc, comme vous le voyez, le microbiote assure la fermentation, la digestion des aliments, facilite l'assimilation,
la synthèse des vitamines et régule plusieurs voies métaboliques. Cette composition varie en fonction de plusieurs catégories de variables. Il y a des facteurs extrinsèques et des facteurs intrinsèques. Et on voit l'interaction ici sur cette présentation des facteurs intrinsèques qui peuvent également être liés au hasard, mais également dépendent de l'âge et des maladies et de l'état initial de la nature du microbiome. D'autre part, il y a des facteurs extrinsèques, et là, ce sont les médicaments, la nutrition, mais également les surcharges pondérales et l'activité physique qui peuvent modifier la composition de ce microbiome. Et en pratique, il est difficile d'évaluer la taille et l'effet des facteurs individuels. Ce microbiome influence les composantes du système nerveux central. Au niveau de la lumière intestinale, il y a des métabolites qui sont sécrétés et donc ces métabolites donnent un signal, quand le microbiote est perturbé, donnent un signal de type inflammatoire et en particulier où le facteur NF-κB est impliqué. Ces facteurs inflammatoires au niveau central des cellules sont activés avec d'autres facteurs immunitaires Th17 et Treg qui participent au désordre du système nerveux central. Les voies de communication. Ces voies de communication sont multiples. Donc, on voit au niveau toujours de la lumière intestinale les différentes altérations du microbiome qui peuvent être transmises soit par voie sanguine, soit via des cellules par les cytokines, mais également par des cellules endocrines et par une activation du système nerveux et en particulier du nerf vague. Cette voie est bidirectionnelle, comme nous l'avons déjà évoqué, et elle intègre donc l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, mais également les cytokines altèrent le système immunitaire, le métabolisme du tryptophane est impliqué, et il y a également production d'acides gras à chaîne courte. Le nerf vague est un composant du système nerveux parasympathique, une voie clé de la communication entre le système nerveux central et le microbiome intestinal. Il participe activement à ces interactions bidirectionnelles entre le microbiote intestinal et le cerveau pour maintenir l'homéostasie, à la fois dans le cerveau et dans l'intestin. Et on a par exemple une expérimentation qui avait été faite en post-opératoire. On avait vu que l'augmentation des niveaux de cytokines pro-inflammatoires induite par la chirurgie abdominale était atténuée par la stimulation vagale électrique et pourrait soulager les réactions inflammatoires après la chirurgie et ainsi améliorer la revalidation post-opératoire. Également, la stimulation du nerf vague par électroacupuncture favorise l'expression et la bonne localisation des protéines de jonction serrées, diminuant ainsi la perméabilité intestinale et exerçant des effets protecteurs de la barrière intestinale. Le microbiome et la neuroinflammation. Donc, on progresse dans les mécanismes et donc on voit que cette neuroinflammation, en fait, est induite par ce que nous venons de décrire et active plusieurs types de cellules. Les cellules endothéliales, les péricytes, la microglie, les astrocytes, les cellules T, les monocytes et macrophages. Et ces facteurs pro-inflammatoires participent de ces cercles vicieux de la sensibilisation centrale et de la chronicité douloureuse. Ces cercles vicieux également sont aussi avec des substratums chronobiologiques et épigénétiques. Et on voit que l'augmentation des cytokines chez les patients chroniques est corrélée avec des paramètres circadiens. Et ces études suggèrent que les groupes de symptômes connexes tels que les troubles du sommeil, très rencontrés dans les situations de douleur chronique, les rythmes circadiens, la douleur, la fatigue, les symptômes affectifs et les dysfonctionnements cognitifs peuvent partager ces mécanismes neuroimmunologiques communs à base de cytokines. Ici, vous avez en fait quelques substances qui ont été évaluées dans cette indication pour moduler l'inflammation et qui peuvent avoir des actions équivalentes aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et enfin, la sensibilisation centrale au niveau des mécanismes, ce schéma résume toutes les étapes vers la neuroinflammation et l'excitation centrale, aboutissant à la douleur chronique de différents mécanismes.
Et en augmentant la membrane, l'excitabilité de la membrane et facilitant la transmission synaptique et diminuant les influences de contrôle dans la colonne dorsale, la moelle épinière, on s'aperçoit que tout ceci active la sensibilisation et diminue les seuils d'intégration de la douleur. Donc la douleur n'est pas simplement un réflexe d'afférence périphérique, mais aussi un réflexe dynamique et de neuroplasticité. En résumé, donc cet axe neuro-immuno-endocrinien bidirectionnel participe d'une inflammation qui est le berceau de toutes les pathologies. L'alimentation est un facteur très impliqué dans cette inflammation et le lien au microbiome, on a quelques études qui montrent par exemple que la douleur et l'inflammation sont corrélés, que le lien avec le microbiome, les pathologies inflammatoires chroniques et métaboliques, la constipation aggrave la sévérité de la douleur chronique ou également des pathologies rhumatismales inflammatoires. Il a un rôle crucial métabolique et inflammatoire et enfin, c'est un modulateur important du système neuro-immuno-endocrinien. Alors la question qui concerne la clinique thérapeutique et les douleurs réfractaires, c'est l'interaction intestin-xénobiotique. La composition du microbiote est modifiée à la fois par les médicaments, par d'autres facteurs, et on peut s'apercevoir que, par exemple, l'efficacité et la toxicité des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des xénobiotiques sont modifiées par la composition du microbiome. De la même façon, la pharmacocinétique peut être modifiée en augmentant ou en diminuant la biodisponibilité et le métabolisme. Et donc là, vous avez 3 cercles. Donc il y a un cercle qui montre le type de traitement qui a été évalué avec la nature du microbiome qui était présent dans ces traitements et puis enfin les effets cliniques ou les effets sur l'efficacité, la toxicité ou le métabolisme du médicament. Là, au niveau des morphiniques, cette belle réflexion et étude d'Akbar Ali montre bien que la perméabilité intestinale perturbée est secondaire à la prise chronique de morphinique. Et d'autre part, il y a une dysbiose aussi qui est liée à la modification du transit et à la constipation. Et tout ceci entraîne une soupe inflammatoire à base de cytokines qui, au niveau central, active au niveau de la microglie des contrôles qui sont perturbés et induit une tolérance aux opioïdes. Et enfin, c'est une chronisation circulaire. Là, vous avez tous les médicaments, beaucoup de médicaments que nous sommes appelés à prescrire en pratique de clinique de la douleur et quelquefois au long cours. Et ce long cours, justement, participe de ces cercles vicieux. En se questionnant sur qu'est-ce que nous avons comme effet secondaire à moyen ou long terme en prescrivant tous ces médicaments, on peut ainsi contourner certains effets secondaires, mais également optimiser l'efficacité des médicaments et diminuer les doses. Et les aliments transformés et les drogues tels que les IPP, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antibiotiques, les stéroïdes, les hormones, altèrent défavorablement ce microbiome. Là, c'est une étude que j'ai observée je crois que c'était le dernier congrès de l'EFIC. C'est une étude japonaise où ils ont fait une évaluation chez des adultes jeunes, une cinquantaine d'adultes jeunes en bonne santé, des seuils de la douleur avec différents paramètres de la douleur évalués et la structure du microbiome pour chacun et également en tenant compte des variables qui pouvaient être psychologiques. Et la conclusion était que le seuil de perception était vraiment significativement associé avec la composition du microbiome chez ces jeunes adultes en bonne santé. Et enfin, la tolérance aux opioïdes, en synthèse, donc la diminution de la motilité intestinale et la dysbiose augmente cette inflammation systémique et induit une désensibilisation des récepteurs opioïdes. Quelle approche thérapeutique pouvons-nous réfléchir? En fait, c'était la question de cette multimodalité thérapeutique qui peut être élaborée de différentes façons, mais le microbiome semble prendre une place particulière. On a les pré- et probiotiques, assainir la flore intestinale et renforcer la muqueuse, les systèmes de détoxification, le tissu immunitaire localisé dans l'intestin.
enfin les systèmes des enzymes hépatiques. Et donc la nourriture, l'alimentation est au centre de cet équilibre entre une activation centrale et une sensibilisation à la douleur. Et donc dans les alimentations privilégiées actuellement, on a cette alimentation dite anti-inflammatoire avec exclusion ou diminution des sucres et puis une augmentation des fibres, mais également la diète méditerranéenne qui paraît être un aspect très revalidant de la santé générale et au niveau des facteurs pro-inflammatoires. Et donc, ce rôle émergent de diététique et l'interaction avec la neuroinflammation induit une revalidation de la structure du microbiome. Et alors, dans les stratégies, l'alimentation a une place particulière, mais également les probiotiques. On a la stratégie en donnant un antibiotique pour éliminer le microbiote préexistant, et enfin la transplantation fécale, consistant à administrer une suspension bactérienne préparée à partir des selles d'un individu sain. Alors, il y a un protocole qui a été décrit par Fonseca, qui est intéressant en disant qu'en éliminant le microbiote préexistant, puis en créant un nouveau microbiote, et enfin en adaptant la nutrition, c'était une façon de modifier les différentes réponses pro-inflammatoires. L'acupuncture, dans cette multimodalité, a une action particulière sur le nerf vague, en favorisant l'expression et la localisation adéquate des protéines à jonction étroite, en diminuant également la perméabilité intestinale, et elle exerce un effet protecteur dans la barrière intestinale et épithéliale. Et là, je vous ai mis un système qui relève plutôt du TENS, qui est en fait la stimulation du nerf vague via la conque de l'oreille, et qui semble avoir un intérêt dans pas mal d'indications et qui est prescrit actuellement. Et donc, cette fonction de régulation du nerf vague agit sur la régulation inflammatoire de l'organisme et sur le système immunitaire en empêchant un emballement. Et ainsi, on a une amélioration des fonctions du tube digestif et un effet antalgique par modulation des afférences nociceptives. Le troisième point de cette multimodalité thérapeutique que nous avons exploré dans les situations réfractaires, c'est l'association avec la low-dose naltrexone. Alors, la low-dose naltrexone a un intérêt particulier si on reprend ce que nous avons réfléchi sur l'altération du microbiome, l'inflammation, sensibilisation centrale et perte désensibilisation des récepteurs opioïdes. Alors donc, elle intervient en inhibant les cytokines pro-inflammatoires et elle améliore donc les réactions inflammatoires, mais également elle augmente les encéphalines endorphines et endogènes, renforce le système immunitaire. Là, au niveau des opioïdes, elle a un effet sur la motilité intestinale avec une réparation des muqueuses, intérêt dans les maladies auto-immunes. Et on a de belles études à ce sujet. Et là, au niveau central, la régulation de TH17 est très impliquée dans la sensibilisation centrale au niveau de la microbiome. Et donc, le protocole que nous avons élaboré et essayé d'évaluer, mais maintenant, nous avons quand même une cohorte avec la low-dose naltrexone, acupuncture et ces stratégies bien plus larges que ce que nous présentons là. Et donc l'intérêt, c'est justement de voir la synergie avec le médicament et comment on peut améliorer ces situations sur ces 10 patients qui sont vraiment en échec thérapeutique depuis de nombreuses années. Et on se retrouve avec des efficacités nulles ou très minimes et beaucoup d'effets secondaires. Et donc, on a procédé ainsi, on a fait une cohorte observationnelle avec une version très simple d'observation, donc. Et lors de l'inclusion, les 2 visites de suivi, on a évalué le score de la douleur, la qualité du sommeil, la qualité de vie et la fatigue avec une échelle EVA. Et donc, ce qu'on voit ici en prérequis, c'est qu'on a l'homéostasie quand même qui est très améliorée au terme de 3 consultations, avec une diminution de l'intensité de la douleur, une amélioration de la qualité du sommeil, de la qualité de vie, mais également la fatigue qui diminue. Et de la même façon, la consommation d'opioïdes est diminuée chez 2/3 des patients, la moitié de la dose, et certains n'avaient plus d'opioïdes, et on a eu simplement un turnover chez un patient, mais à des doses inférieures. En conclusion, nous nous retrouvons dans toutes ces articulations de la chronicité douloureuse
avec la nutrition et le microbiome, la neuroplasticité et l'homéostasie, et en se posant, en questionnant, et c'est une question vraiment de nombreuses années qui a été au cœur de cette réflexion, on considère les effets secondaires du médicament. Et très tôt, on a observé, enfin, dans cette pratique de la douleur initiée il y a 30 ans, on pouvait observer ces populations de douloureux qui, pour part, n'étaient pas améliorées avec les médicaments ou avaient des intolérances. Et donc, on a des évidences actuellement, il y a plus de 11 000 publications actuellement concernant le microbiome, que ce microbiome est impliqué dans la physiologie, la pathologie des micro-organismes, est impliqué dans la santé, la chronicité de nombreuses maladies. Et l'idée aujourd'hui, ce serait de développer des stratégies personnalisées. C'est un peu la réflexion thérapeutique que nous menons dans notre équipe. Et j'avoue que j'ai pu mener cette réflexion grâce au soutien de la personne avec qui on a créé cette clinique de la douleur à Bruxelles, à qui je rends hommage, parce que je pense que sans elle, je n'aurais pas pu procéder et rester dans un champ hospitalier. Et donc, ces stratégies personnalisées où on a des apports de prébiotiques, probiotiques, symbiotiques adaptés aux spécificités individuelles du patient. À plus long terme, des traitements préventifs seraient développés afin de prévenir la survenue des chronicités. Et c'est ce qui serait intéressant, c'est qu'arriver en prévention de ces situations de douleurs chroniques grâce à l'association d'interventions non médicamenteuses pourrait changer, comme cela a déjà été évoqué, le paysage des maladies chroniques. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci Agnès pour cette présentation très intéressante. Donc, j'imagine que des questions arrivent. J'en vois une. Alors, une question peut-être un peu piège. Que pensez-vous du jeûne, donc du jeûne thérapeutique, comme stratégie de détoxification? Alors, c'est pas une pensée que je vais faire, c'est pas que personnel. Mais oui, je pense que en ce moment, il y a des jeûnes, il y a une mode du jeûne. Alors, ce que j'en pense, c'est que quand on est dans une situation déjà de perte d'homéostasie importante, dans des situations comme les douleurs réfractaires ou des patients qui ont des pathologies très très lourdes que nous accompagnons dans les cliniques de la douleur, je pense que le jeûne doit être vraiment très réfléchi de façon adaptée. Et moi, je pense que ce que je conseille, il y a des personnes qui sont en surcharge pondérale et je trouve que le jeûne de 16 heures est intéressant. Mais les jeûnes, moi je vois des gens qui font des jeûnes, j'avoue que je n'adhère pas du tout à ça, des jeûnes avec des exercices physiques, des grandes marches, c'est très à la mode en Belgique, il y a beaucoup de gens qui vont faire ça en Ardèche avec des coûts financiers que je trouve assez remarquables. Et donc là, je suis un peu partagée, je n'adhère pas à ce type d'approche, mais le jeûne a une place dans la santé générale de toute façon. Merci. Alors moi j'ai une question, c'est que dans la prise en charge de la fibromyalgie, dans les recommandations, on parle surtout en fait d'activité physique. Oui. Est-ce qu'on sait si l'activité physique induit des modifications efficaces du microbiote intestinal dans la prise en charge de la douleur chronique et notamment celle de la fibromyalgie et éventuellement le niveau de preuve associé? Alors, je pense qu'il y a des études, je ne les connais certainement pas toutes, mais il y a des études montrant effectivement que l'activité physique et la revalidation à l'effort ont des effets au niveau de la régulation de certains facteurs inflammatoires. Et donc, au niveau de la fibromyalgie, c'est multifactoriel quand même si on a quand même quelques explications claires au niveau des mécanismes de sensibilisation à la douleur. La revalidation à l'effort fait partie, en tout cas, de la gestion de la douleur. Très bien, merci. Donc il y a beaucoup de questions qui arrivent. Une qui concerne le rôle des naturopathes pour aider en fait à l'adoption donc de l'alimentation qui va dans ce sens, c'est-à-dire anti-inflammatoire et ou méditerranéenne. Ça c'est la première question. Qu'est-ce que vous pensez du rôle des naturopathes? Le rôle des naturopathes, mais écoutez, au niveau de l'Europe, les naturopathes, les Heilpraktiker allemands sont complètement reconnus, validés. Alors après, c'est toujours ce que évoquait tout à l'heure la précédente intervention, c'est la formation du praticien. C'est toujours, ça peut être inégal évidemment, mais je pense que dans l'éducation du patient et dans la démographie où nous nous trouvons actuellement, je pense qu'il y a des formations naturopathiques qui sont extrêmement intéressantes.
Très bien, merci pour cette réponse. Qui peuvent participer de cette prise en charge multidisciplinaire, vous voyez. C'est ça. Je pense qu'en France, la naturopathie n'est pas tellement, parce que j'ai quitté la France il y a longtemps maintenant, je crois savoir que la naturopathie en France n'est pas encore tout à fait, je ne sais pas exactement le statut de la naturopathie en France, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je trouve qu'en Belgique, ils sont assez bien intégrés et les health practitioners sont bien reconnus en Allemagne comme faisant partie des soins de santé. Très bien. Est-ce que vous projetez de réaliser une étude randomisée pour J'aimerais bien, mais je ne peux pas faire ça toute seule. Oui, c'est quelque chose qui est en réflexion avec justement avec quelqu'un qui a épaulé aussi dans ses fonctions mes réflexions, en les structurant aussi, en me donnant des pistes. Et je lui suis très reconnaissante de cela. Et oui, je pense que là, on est au stade justement sur le microbiome et les maladies chroniques et le cancer. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au niveau de la chirurgie du cancer. Et oui, c'est certainement. Je crois qu'il faut. Mais alors, il faut trouver la méthodologie parce qu'on est dans une intervention complexe. Et j'ai eu à discuter avec plusieurs physiologistes internationaux à ce sujet. Et le modèle d'évaluation en randomisation n'est pas évident à trouver. Est-ce que vous utilisez dans votre pratique des outils pour détecter d'éventuelles dysbioses, ou est-ce que vous proposez la prise en charge à tout le monde du moment où il y a une douleur chronique réfractaire aux médicaments? Alors, c'est une question à plusieurs tiroirs. Alors, nous avons des outils d'évaluation de la dysbiose, des outils bien précis, des laboratoires qui font ça. Ma difficulté à les prescrire à certains patients, c'est le coût. Le coût n'est pas envisageable. Donc, ça dépend de certaines personnes. Alors, je trouve qu'au départ, en termes cliniques, moi, je procède en étant clinicienne. Et si je vois au terme par exemple, de 2-3 mois d'une intervention ciblée en fonction de tout ce qui se présente, que vraiment ça n'est pas adéquat ou ça n'est pas suffisant, là, je peux proposer ces bilans biologiques. Et autrement, d'autres patients, effectivement, on retrouve bien des corrélations. Je crois que quand on connaît bien sa clinique en termes de nutrition, on a déjà beaucoup, beaucoup d'éléments de réflexion qui peuvent guider sur les mécanismes sous-jacents. Mais après, certains doivent être objectivés. Très bien. Donc, le temps imparti aux questions va se terminer. Donc, merci encore pour cet exposé très intéressant. Merci à vous aussi. Merci à vous.